Ce soir, nous accueillons une locale, Catel Guizem, qui est directeur de recherche au CNRS, ici au laboratoire Arago, dans une des unités de recherche, à savoir le laboratoire d'éco-géochimie des écosystèmes benthiques, c'est-à-dire du fond de l'eau. Et Catel a associé à la fois la physique et la biologie pour mettre au point des modèles mathématiques qui permettent d'apporter un pouvoir de prédiction quant à l'effet des changements globaux, c'est-à-dire des activités et des effets secondaires des activités humaines sur la biodiversité marine. Et il y a quelques années, le gouvernement a mis en place une politique de trame verte et bleue, c'est-à-dire c'est bien d'avoir des aires protégées, mais c'est encore mieux de les connecter entre elles. Et je pense que Catel va nous faire une démonstration assez probante de ce concept-là, avec une application concrète à notre réserve marine de Belle-Île-Cerbère. Merci Catel. Merci Elodie. D'abord, je suis ravie d'être ici et très émue parce que ça fait 16 ans que je suis là et c'est la première fois que je vais parler devant mes concitoyens, les gens qui habitent autour de moi. Et c'est aussi toujours un défi pour le chercheur de parler à des non-spécialistes parce qu'il faut se mettre à la portée tout en restant quand même avec un message qui est à la portée du chercheur. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au début, donc effectivement c'est une étape un peu dans le déroulement de la carrière du chercheur, d'aller se confronter au grand public et d'essayer de faire passer des messages. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la connectivité des aires marines protégées. Et je sais qu'il va falloir que j'utilise des termes, parce qu'il y a des mots qui sont peut-être un peu galvaudés dans le langage courant, mais qui n'ont pas forcément le même sens dans notre domaine. Mais je voulais commencer par cette carte en fait, qui vous montre le système d'aires marines protégées en Méditerranée. Déjà pour que vous réalisiez un peu qu'il y a des aires marines protégées un peu partout en Méditerranée, mais surtout dans la partie nord, très peu dans la partie sud déjà. Et puis que ces aires marines protégées ne sont pas régulièrement réparties le long des côtes, ne sont pas régulièrement réparties dans la mer Méditerranée elle-même, c'est-à-dire même vers le large. Et que donc, en ce moment, il y a quand même un objectif global d'extension de la protection marine de 10% des océans en 2020. On en est très loin. En Méditerranée, on est à 0,04% de la Méditerranée qui est réellement protégée, c'est-à-dire où toute activité est réglementée. On a actuellement des extensions, comme le parc naturel marin du golfe du Lion, qui vont être comptabilisées dans les aires marines protégées, mais le niveau de protection n'est pas le même que dans la réserve naturelle marine de Serpent-et-Banyuls, par exemple. Et donc, on n'est pas encore au 10% en fait en Méditerranée. Et il y a un objectif qui a été fixé la fin 2016 par l'Association des aires marines protégées de Méditerranée d'arriver à 2% pour 2020, et ça serait déjà pas mal. Alors justement, quand on va agrandir, il faudra se poser la question de la connectivité, parce que je vais essayer de vous montrer qu'en étant connecté, on va être plus efficace en termes de protection. Alors d'abord, la connectivité, c'est quoi? Alors j'ai pris la définition de Wikipédia, parce que c'est ce que tout le monde fait maintenant. Quand on ne sait pas quelque chose, on va sur Internet, on pose la question à Dieu, Wikipédia. Et la connectivité, ça désigne ce qu'une entité offre comme connexion à d'autres entités de son environnement. Donc ça veut dire déjà qu'on parle de choses similaires. On est en train de regarder l'échange, les liens entre des choses similaires. Elle se rapporte à la description des réseaux et par un outil mathématique qu'on appelle la théorie des graphes. Je vous en parlerai un tout petit peu après. Je voulais juste commencer par ces deux images de réseau, le réseau SNCF TGV et le réseau autoroute, pour que vous soyez avec quelque chose qui vous est familier. Ces réseaux connectent les mêmes entités, ce sont les villes. Mais elles ne les connectent pas de la même façon. Quand vous regardez le réseau SNCF, vous voyez que Brive, si j'essaie de vous montrer, Brive ici et Toulouse ne sont pas connectés par le réseau SNCF TGV directement, il faut faire tout un tour, il faut aller à Paris y redescendre, alors que par l'autoroute, elles le sont. Ben ça, c'est une différence de connectivité, justement. Et c'est de ça dont on va parler pour les aires marines protégées. Alors, c'est quoi un réseau? Parce qu'il va falloir qu'on définisse notre réseau. Un réseau, c'est des nœuds. Donc, en l'occurrence, dans l'exemple précédent, c'était les villes, et des liens entre ces nœuds. Donc, ça pouvait être une autoroute ou une ligne de chemin de fer. Dans ces dessins, je vous présente deux différents types de réseaux. Un réseau, on appelle ça aussi un graphe, c'est pour ça qu'il y a la théorie des graphes. Graphe, c'est juste pour dire qu'en fait, on peut le représenter à plat. Un réseau, ça se représente à plat, sous forme d'un schéma, donc un graphe. C'est un ensemble de nœuds et de liens entre ces nœuds qui peuvent être symétriques. Alors dans ce cas-là, on le représente par juste un trait,
ou pas symétrique. Dans ce cas-là, c'est une flèche. Et on peut avoir une flèche dans un sens, mais pas dans l'autre. Et pondéré par un flux ou non, ça veut dire qu'on peut avoir une information qui peut être variable selon la flèche. Ça peut être une information qui est la même, qui sera la même dans toutes les flèches, ou qui va être variable suivant les flèches. Et donc là, ça va nous amener à différents types d'analyses. Et un petit terme de définition, parce que j'en ai besoin un petit peu après, le voisinage d'un nœud, donc à l'intérieur d'un réseau, on a ces nœuds, et si on regarde un nœud, on définit son voisinage comme l'ensemble des nœuds auxquels il est relié. Et donc ça va nous aider après à définir la puissance d'un réseau, la force d'un réseau et la connectivité de ce nœud à l'intérieur du réseau. Alors des réseaux, vous êtes familier avec les réseaux en fait maintenant. C'est pour ça que connectivité, en fait, c'est un mot que vous avez certainement déjà entendu parler. Vous avez certainement déjà entendu parler parce que les réseaux, il y en a l'électricité, vous avez le simple schéma électrique, d'alimentation en eau, les égouts, tout ça c'est des réseaux physiques concrets qui existent depuis près de 100 ans et sur lesquels on s'est posé des questions de connectivité depuis 100 ans pour essayer de bien faire fonctionner ces réseaux et pas avoir des endroits, des engorgements par exemple dans les réseaux ou des endroits où ça passait pas. Et puis plus récemment on a les réseaux informatiques à l'intérieur d'une entreprise par exemple, et puis on a le réseau mondial, Internet, pour lequel forcément là depuis les années 95-2000, vous avez tous entendu parler de connectivité. Vous avez les réseaux de téléphone aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez des pubs de Nokia dans les années 2000, c'était Connecting People. C'était exactement ça, la question derrière, c'était comment on faisait pour assurer la connectivité. Et finalement, il y a aussi un réseau auquel on pense peut-être moins, c'est les réseaux sociaux. Alors vous y pensez maintenant à travers Facebook, à travers Twitter, ce genre de réseaux sociaux qui sont appuyés sur des médias informatiques. Mais un réseau social, c'est des réseaux d'humains à la base, et ça peut être très simple, ça peut être dans votre famille. Votre famille, c'est un réseau social. Votre village, c'est un réseau social. Votre arbre généalogique, c'est un réseau social. Il y a un truc un petit peu drôle que j'aime bien rappeler, c'est qu'il y a une petite étude qui a été faite en 1967 où M. Milgram avait annoncé que en fait, la planète c'était un tout petit monde et qu'entre deux humains, il y avait maximum 6 autres humains intermédiaires. Donc c'est un postulat qu'il a fait, il ne l'a pas démontré, mais c'est intéressant de réfléchir à combien de personnes il y a entre vous et moi finalement. Il y en a beaucoup d'entre vous que je ne connais pas, mais vraisemblablement il n'y a pas plus que 1 ou 2 personnes qui nous relient en fait, que vous connaissez, que je connais et qui font qu'on est liés. Alors, et puis il y a également des formes de réseaux très variables. Alors donc ça c'est tous les exemples de réseaux qu'on peut avoir, qui sont homogènes au filet de poisson. Alors ça c'est l'idée d'Internet, c'est qu'on peut aller d'un nœud à un autre par plein de chemins différents, donc on essaie de mailler entièrement l'espace. Hiérarchique, c'est typiquement l'arbre généalogique. Cyclique, ça c'est des chaînes d'information plutôt. Centralisé, c'est le réseau SNCF par exemple, on a vu qu'il était centralisé. Et quelconque, ça c'est quand il n'a pas de particularité. Et alors, pour décrire ces réseaux, on va faire appel à la théorie des graphes. Alors, la théorie des graphes, c'est des outils mathématiques qui sont basés sur de l'algèbre et qui vont nous permettre de décrire ces réseaux et de décrire à l'intérieur des réseaux l'importance des nœuds dans le réseau pour les hiérarchiser en particulier. Parce qu'on a parlé de connectivité, ce qu'il faudrait, c'est ce qu'on cherche à savoir, c'est quels sont les endroits dans le réseau qui sont les plus critiques. Par exemple, si on revient à notre réseau SNCF, on va voir qu'il y a des points du réseau, si on les enlève, on peut isoler une région, par exemple. Donc ça, c'est des points qu'on a envie d'identifier. Et on s'est doté d'outils mathématiques pour essayer d'analyser ça de façon systématique, pas de le faire à la main, si vous voulez. Et alors, la théorie des graphes, je fais un petit peu de perspective historique, parce que je trouve que c'est joli comme exemple. C'est l'origine de la théorie des graphes, c'est Léonard de Leyre en 1736 qui a essayé de résoudre un problème un peu simple, un peu marrant, le problème des 7 ponts de Königsberg. C'est dans la ville de Königsberg, donc vous avez le dessin là. Il se posait la question de trouver une promenade qui ne passe qu'une et une seule fois par chacun des ponts de Königsberg. Donc il y a 7 ponts à Königsberg et qui permettent de revenir à son point de départ. Et ce qui est très intéressant dans cet exemple, c'est qu'il va vous montrer que les nœuds ne sont pas forcément toujours ce qu'on pense. Alors, vous voyez ces ponts en fait, qui sont représentés sur le schéma. Ils avaient la rivière qui permet de passer sur les ponts. Et en fait, quand on essaie de simplifier la carte, on représente d'abord toujours les ponts, la rivière,
Mais tout ce qui est la Terre, on va mettre un symbole commun à tout ce qui est la Terre, on va le mettre en vert ici. Et c'est là qu'on va se rendre compte que si on veut passer par un pont, en fait, on est obligé de le considérer comme un lien. Donc les nœuds deviennent des morceaux de terre. Et si on regarde des morceaux de terre, il n'y en a que 4. Donc Königsberg, au final, se résume à 4 morceaux de terre et 7 ponts. Et donc ça c'est représenté au final par un graphe qui a 4 nœuds et 7 liens. Et donc maintenant, si on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut passer par une seule fois par un pont pour aller dans tous les morceaux de terre, mais on se rend bien compte que pour aller sur un morceau de terre et en revenir, il faut 2 ponts, si on a le droit de passer qu'une seule fois par le pont. Donc si on a plus qu'un nombre, si on n'a pas des nombres pairs de ponts qui connectent les nœuds, on ne peut pas aller sur un morceau de terre et en revenir en ne passe qu'une seule fois un même pont. Donc c'est comme ça que, et donc c'est une propriété simple parce qu'il suffit de compter le nombre de liens qu'on a à chaque nœud, et sinon le lien impair, et ben voilà, c'est raté. Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps sur la théorie des graphes, rassurez-vous, c'est le seul, après ça on passe à d'autres choses. Mais je pense que c'est important de vous montrer différentes métriques pour montrer quand même qu'il y a des choses qui sont très simples. Ce qu'on appelle le degré d'un nœud, par exemple, c'est le nombre de liens qui est attaché au nœud. Donc là, c'est du comptage. On va recenser toutes les possibilités, enfin tous les liens qui existent avec le point de départ et le point d'arrivée, et on va compter combien de liens passent par un point en particulier. Et tout de suite, on comprend qu'un nœud qui a beaucoup de liens, donc il y a un degré fort, c'est un nœud par lequel on passe souvent, finalement. La centralité d'intermédiarité, c'est le nombre de plus courts chemins passant par le nœud. Alors, plus court chemin, ça veut dire qu'on passe d'un nœud à un autre, pas fort, et on se demande combien de chemins passent par le nœud focal. Donc, sur le dessin, je représentais en blanc un nœud en particulier, et on cherche à savoir quels sont les chemins qui vont d'un autre nœud rose, n'importe lequel, à un autre nœud rose, et qui passent par le point blanc. Et on compte le nombre de chemins, on regarde la longueur de ces chemins, donc le nombre de petits liens par lesquels on est obligé de passer. Et si on en a ce nombre de courts chemins, dans le premier exemple, il n'y en a que 3 en fait, qui relient directement 2 nœuds roses en passant une fois par le nœud blanc, alors que celui du dessus, il y en a 4. Donc on voit que ce n'est pas lui qui a la centralité d'intermédiarité principale, c'est ce nœud-là, qui lui a 4 petits chemins, puisqu'on peut aller de celui-là à celui-là, de celui-là à celui-là, de celui-là à celui-là, et aussi les extérieurs. Donc il y en a même plus que ça en fait. Et ici on n'en a que 3. Alors que dans ce cas-là, c'est ce nœud-là qui a la centralité d'intermédiarité la plus élevée, parce que c'est le seul qui relie rapidement 2 nœuds. Enfin plus que 2 nœuds. Et on a enfin le coefficient de groupement, qui est le nombre de plus proches voisins connectés entre eux. Donc là on regarde les voisins autour d'un nœud, donc ceux qui sont connectés, donc ce nœud blanc qui est mon nœud focal, on va dire, et à 2 voisins, celui-ci et celui-ci. Et on regarde si ces 2 nœuds sont connectés. Dans cet exemple-là, ils ne le sont pas directement. Alors que dans cet exemple-là, le nœud blanc, il est connecté à ce nœud-là, à ce nœud-là, à ce nœud-là, à ce nœud-là et à ce nœud-là, mais tous ces nœuds sont connectés entre eux. Et du coup, on a l'impression, déjà graphique sur le dessin, de l'importance du nœud blanc. C'est-à-dire que s'il a un coefficient de groupement très élevé, ça veut dire que il fait partie d'un réseau qui est fortement interconnecté, puisque ses voisins sont eux-mêmes connectés entre eux. Donc on pressent que cette indication va être une indication importante pour identifier les points qui sont les plus reliés entre eux et les plus groupés, et qui donc vont avoir une force de réseau plus importante. Alors, on va revenir un petit peu en arrière maintenant, on parle des aires marines protégées. Donc on va faire des réseaux d'aires marines protégées, donc il faut qu'on définisse des nœuds et des liens. Alors pour les nœuds, c'est presque évident, on va prendre les aires marines protégées. Pour les liens, c'est un petit peu plus ouvert, on peut parler de différents liens entre les aires marines protégées, parce qu'on a des liens qui peuvent être liés à la protection, à la gestion. Dans l'aire marine protégée, ce sont des humains qui gèrent une biodiversité, un endroit. Donc il y a toutes les opérations de gestion qui peuvent créer des liens. Et en particulier, ça fait des liens socio-économiques. Donc c'est la gestion harmonisée, ça peut être des flux d'argent, ça peut être de partager des ressources, ça peut être des flux de connaissances. Et par exemple, l'association des aires marines protégées de Méditerranée, c'est typiquement un réseau d'aires marines protégées basé sur un flux de connaissances.
Donc on pourrait analyser dans le réseau MEDPAN quelles sont les informations de connaissances qui se font au sein de ce réseau. Qui échange avec qui? Est-ce que les Albanais donnent de l'information aux Français? Est-ce que... et quel type, enfin, on pourrait en plus le stratifier par le type de connaissances. Est-ce que c'est des façons de faire, ou est-ce que c'est juste de l'information, ou est-ce que ça va plus loin sur des suivis communs, c'est-à-dire de faire les mêmes observations partout. Ça peut être très variable. Et puis il y a les liens écologiques, qui sont eux les liens fonctionnels, qui sont liés à l'objet qu'on protège. Donc dans une aire marine protégée, on cherche à protéger des espèces, la biodiversité, l'environnement, et donc à ce moment-là, on peut se demander, mais est-ce que ces environnements sont eux-mêmes connectés? Là, on va chercher des liens écologiques. Et là, pour l'être humain, c'est un peu moins visible, parce que déjà, dans le cas des aires marines protégées, tout ça se passe sous l'eau, donc c'est déjà un peu moins flagrant. Et les liens écologiques peuvent être de différentes natures. On peut avoir des liens qui sont les flux de matière, donc qui sont liés à l'environnement. On peut avoir, par exemple, le Rhône, ça pourrait être un lien écologique entre les aires marines protégées et le golfe du Lion. De savoir quelle est l'intensité de ce lien écologique. Mais ce qui est le plus efficace par rapport à la conservation, c'est ce que je vais vous montrer un petit peu après, ce sont les flux d'individus. Donc si on a des organismes qui sont échangés entre les aires marines protégées, à ce moment-là, on peut avoir un fonctionnement en réseau des espèces, des populations formées par des espèces qui sont en train de circuler. Et en particulier, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être mieux sur Terre, en fait, ce lien écologique entre les populations qu'on appelle la migration. C'est valable aussi pour les humains, d'ailleurs. Ces migrations d'individus, ça permet des compensations démographiques. Donc quand vous avez une population qui devient trop petite, eh bien, les migrations, ça permet de repeupler une population. De lutter contre l'érosion génétique des populations aussi, qui est toujours liée à la taille des populations. Quand les populations deviennent trop petites, elles ont tendance à accélérer en fait leur perte génétique. Et du coup, c'est une façon aussi, la migration, de compenser les pertes génétiques. Alors sur le petit schéma là-haut, je vous ai montré quelque chose que justement les premiers efforts de trame en fait qu'on fait les humains, c'est de mettre en place, d'essayer de réparer la fragmentation de l'habitat qu'ils avaient fait sur Terre. Donc si vous aviez par exemple une forêt qui était traversée par une autoroute, ben vous avez découpé une population en deux et vous allez peut-être chercher à essayer de rétablir un lien dans cette forêt, parce que cette forêt, d'un côté, il y avait des mâles et de l'autre côté, il y avait les femelles, et en ayant coupé, il n'y a plus de reproduction, ce qui est très gênant, où il y avait une ressource alimentaire qui permettait justement de maintenir la croissance des individus. Donc, on va essayer de la rétablir, et c'est ce qui avait été fait dans les années 90 par Dominique Voynet en créant ces passes à gros gibier au-dessus de l'autoroute A39. J'ai voulu vous montrer cette image parce que pour moi c'est l'exemple même de la connectivité rétablie par l'homme et de ce qu'on met derrière le mot de trame verte par exemple. En ce moment il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour le refaire en ville aussi, donc en ville on essaie de remettre des espaces verts pour essayer de rétablir cette trame, en fait, cette connectivité entre des zones où vivent les espèces qu'on souhaite conserver. Alors pour la mer, la migration, alors c'est un petit peu plus délicat parce que déjà on ne les voit pas forcément bouger. Ce à quoi on pense immédiatement, c'est évidemment les poissons. Les poissons, ça sait nager. Donc on peut penser que si on a des zones protégées, que les poissons sont assez intelligents. C'est bon. Donc on peut se dire, ben voilà, on a des aires marines protégées, et peut-être qu'il suffit de les mettre à une distance suffisante, enfin pas trop importante, pour que le poisson puisse nager d'une aire marine protégée à l'autre. À condition qu'il comprenne que c'est dans l'aire marine protégée qu'il est protégé, évidemment. Ce qui n'est pas gagné non plus. Il y en a certains qui savent le faire, mais c'est pas forcément évident. La migration des poissons, c'est peut-être assez aussi facile à étudier parce qu'un poisson, c'est assez gros, donc on peut le marquer. Parce que typiquement, pour étudier la migration dans les populations vivantes, ce qu'on fait, c'est qu'on leur met des marqueurs et on essaye de les suivre à la trace avec ces marqueurs. Alors on a des marqueurs parfois assez basiques, colorés simplement, on leur met une petite puce colorée, une petite gommette, et puis d'autres fois on fait des marqueurs un peu plus évolués, on leur met des marqueurs acoustiques pour pouvoir les suivre avec un satellite. Alors sur les espèces qui vivent sur la Terre, ça marche bien. En mer,
de temps en temps, on les détecte, pas tout le temps. Voilà. Mais bon, je vais vous parler maintenant plus précisément de la migration des poissons, mais d'autres types de migration qui se posent quand on regarde un système d'aire marine protégé, en particulier celui du golfe du Lion. Alors, quand on regarde l'exemple du golfe du Lion, on voit que dans le golfe du Lion, on a 4 aires marines protégées. À l'est, on a le parc marin de la Côte Bleue, au centre, l'aire marine protégée agatoise, et à l'ouest, le parc marin du golfe du Lion, et à l'intérieur, la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls. Donc là, on est chez nous, et on se rend compte que on n'est pas tout seul à avoir mis en place des mesures de protection. Il y en a d'autres qui l'ont fait aussi, mais pas de la même façon nécessairement. Tout le monde n'a pas les mêmes statuts, la même réglementation. Même chez nous, on a la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls qui n'a pas les mêmes réglementations que le parc naturel marin, qui n'est pas géré par les mêmes personnes non plus. Donc du coup, on se dit, un réseau entre tout ça, c'est un petit peu compliqué, parce que déjà, pour côté réglementation, c'est sûr qu'on n'a pas de réseau là. Côté statut non plus, d'ailleurs. Alors, un parc marin de la Côte Bleue est géré par un syndicat intercommunal. À Agde, c'est la ville d'Agde. Ici, on a le département et on a l'État. Donc, c'est quand même des niveaux très différents de gestion. Bon, ils font tous partie du réseau des gestionnaires de Medpan, donc effectivement, ils font partie d'un réseau. Et alors, du point de vue écologique, on peut se demander quel est le réseau qu'ils pourraient former. Donc, ce sont des réseaux... c'est intéressant de remarquer que dans ces 4 aires marines protégées, ils protègent tous des morceaux, essentiellement des habitats rocheux de coralligènes. Et on va voir quel type d'espèces on va rencontrer dans ces habitats. Alors ici, je vous emmène en plongée. Je ne sais pas si on entend le son. Pas très bien en fait. Donc en plongée dans la réserve marine. Et là, vous voyez le coralligène, donc c'est ces structures formées par des algues calcifiantes que vous voyez en violet, qui sont très découpées, très pleines de trous, et dans lequel on a énormément des poissons, mais également de faune fixée. Donc vous voyez énormément d'espèces qui sont fixées sur ce coralligène. Et en particulier, vous voyez le corail rouge, et vous voyez la gorgone blanche ici. Et ça, ce sont des espèces qui sont explicitement listées en fait dans le plan de gestion de l'aire marine protégée de la réserve naturelle marine, du parc naturel marin, de l'aire marine protégée d'Agde et également du parc marin de la Côte Bleue. Donc si on regarde dans les plans de gestion, donc les objectifs de gestion de ces aires marines protégées, on va voir des points communs qui vont concerner ces espèces érigées. Pourquoi ? Parce que ce sont des espèces qui sont reconnues comme étant structurantes pour l'habitat, donc favorisant une autre biodiversité, en particulier les poissons. Ça a un effet sur l'attractivité pour les poissons. Donc, ces espèces qui sont visées par la protection, elles ne migrent pas. A priori, comme ça, on ne pense pas qu'elles migrent. En tout cas, on ne va pas pouvoir les taguer en train de se déplacer. Donc, Donc je vais un peu plus focaliser maintenant mon exposé sur ces espèces qu'on appelle les gorgonaires et leur conservation. Et là, je vous remets les photos des 3 espèces qu'on va trouver qui sont visées par les plans de gestion de ces aires marines protégées, la gorgone blanche, la gorgone rouge et le corail rouge. Et on va se poser la question de la connectivité de ces espèces, donc des liens qu'il peut y avoir entre les aires marines protégées, liens écologiques pour ces espèces entre les aires marines protégées. Alors d'abord, on va regarder la distribution spatiale de ces espèces. Donc là, on a une carte qui montre la densité de population de la gorgone blanche dans le parc marin de la Côte Bleue, ici, sur le plateau des Arestiers, qui est une zone où on trouve la gorgone blanche, mais qui n'est pas une zone protégée, dans l'aire marine protégée agatoise, et le long de la Côte Vermeille, avec ici figurée la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls et la zone de protection intégrale ici. Alors ce qu'on voit déjà, c'est que la gorgone blanche, elle présente une distribution spatiale qui n'est pas homogène le long du golfe du Lion. On a des densités de population bien plus faibles du côté de la Côte Bleue que du côté ouest. Donc on pourrait se dire, ils ne travaillent pas bien là. La conservation ne doit pas être bonne là-bas. C'est normal, c'est pas chez nous. Voilà, ça doit être ça. Mais au centre, ici, pas trop mal, et puis chez nous, très très bien, mais ici, c'est même pas protégé, et puis on a quand même. Ça sert peut-être qu'à quelque chose qu'il y ait une population ici.
Ou est-ce que tout ça, ça fonctionne indépendamment? Et dans ce cas-là, pourquoi on a mis en place une protection? Puisque finalement, le plateau des arts risqués, ça se maintient, il n'y a pas de protection. Alors, oui, je vais peut-être revenir un petit peu quand même sur la carte, une seconde. Donc le corail rouge et la gorgone rouge, qui sont aussi ciblés par les plans de gestion, sont présents uniquement ici, sur la côte bleue, et sur la côte vermeille. Mais par contre, là, les densités de population, elles sont un petit peu inversées, puisqu'on a des densités de population en gorgone rouge qui sont très élevées ici, et plutôt moyennes ici, en fait. Donc, on va se poser la question de la conservation, de la protection et de cette question de connectivité. Et on va d'abord se poser la question, est-ce qu'une protection c'est efficace? Alors, dans la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls, il y a une espèce en particulier dont on a regardé l'efficacité de la protection, c'est le corail rouge, parce qu'il avait subi beaucoup de pression. Donc on s'est demandé, est-ce qu'après avoir mis en place la protection, on avait eu un effet? Et effectivement, quand on regarde la différence des populations sans protection et avec protection, on se rend compte que tout ça c'était avant, c'était en 2012, c'était avant l'arrêté qui interdisait complètement la collecte du corail rouge. Et on montre que effectivement les individus qu'on va trouver dans les zones protégées sont plus grands. Alors là c'est estimé par le diamètre basal, donc c'est le diamètre ici à la base de la colonie, sont plus grands dans la zone protégée que dans la zone non protégée. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a des organismes qui grandissent, des populations qui vieillissent. Et si on regarde la structure des populations, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a des populations quand même un petit peu bizarres. Parce qu'ici, on a une population où il y a à peu près le même nombre d'individus dans toutes les classes de taille, dans des âges différents. Ici, on a un peu plus d'adolescents, de classe intermédiaire, un peu moins de vieux, puis pas beaucoup de jeunes. Et puis ici, on a beaucoup de jeunes. Et alors, on va se demander, mais qu'est-ce qu'on est en train de préserver là? On est en train de préserver des branches de corail qui étaient déjà là, ou est-ce qu'on est vraiment en train de préserver des populations, des espèces? Et si on fait l'analogie avec l'espèce humaine, pour lesquelles vous avez peut-être plus l'habitude de voir des structures démographiques, il faut quand même se rappeler que ce qu'on essaie de préserver, c'est des populations, ce n'est pas des individus. Donc que des individus vieillissent, ça ne prouve pas qu'on est efficace pour la protection. Enfin, ça prouve juste qu'on est en train de contrôler la mortalité des individus. Mais pour qu'une population se préserve, il faut aussi favoriser et protéger son renouvellement, donc sa reproduction. Et là, sur cet exemple, vous voyez que si on avait regardé le corail rouge de la même façon que la population japonaise, je vais y arriver, j'ai appuyé 3 fois sur le bouton, vous avez ici la population japonaise en 1960, avec beaucoup de jeunes, et puis un nombre d'individus qui diminue avec l'âge des individus. Et puis en 2010, vous n'aviez plus beaucoup de jeunes, mais vous aviez beaucoup plus de vieux. Un peu comme dans le corail rouge qui est sous protection. Sauf qu'en 2060, si on le projette jusqu'en 2060, ça veut dire que la population elle a été divisée par 2. Parce qu'un jour, les individus vont finir par mourir. Et donc, au final, on a diminué une population par 2. Donc ce qui est très important, c'est de regarder ici le nombre de jeunes qu'on a dans une population. Et ça, c'est un petit peu le mystère, le saint graal de la conservation, c'est de réussir à avoir un renouvellement des générations, donc des jeunes dans nos populations. Et pour mémoire, j'avais mis ici la pyramide des âges française, qui n'a pas du tout ce problème, puisqu'on a réussi à maintenir nos jeunes. Alors, je vais être obligée de changer de présentation ici, parce que c'était trop lourd pour tout mettre dans ce. Alors, je reviens à mon exemple du corail rouge, et là on se demande comment on préserve une population de corail rouge. Donc il faut se poser la question de la reproduction de ce corail rouge. Alors la reproduction du corail rouge, ça se produit avec des gamètes qui sont donc des spermatozoïdes qui sont lâchés par des colonies mâles qui vont aller féconder des colonies femelles. C'est une espèce qui a des sexes séparés. Donc il faut déjà qu'il y ait un spermatozoïde du mâle qui arrive sur la colonie femelle, qui féconde un ovocyte de la femelle, qui va être ensuite incubé pendant un certain temps dans la colonie, environ 1 mois, et qui ensuite va devenir une larve qui va être relâchée dans l'eau.
et qui va pouvoir éventuellement migrer. Donc la phase migrante du corail rouge, c'est la larve. Et cette larve, après une certaine phase de migration, qui peut être plus ou moins longue, mais qui dure forcément quelques jours, parce qu'il faut un petit temps pour être prêt à se reposer sur le fond, va finir par se poser et devenir ici ce qu'on appelle un petit recrue. Et vous avez ici une photo d'un premier polype de corail rouge qu'on a eu au laboratoire. Donc, étudier la migration et les flux entre populations de corail rouge, c'est étudier ce que vont faire les larves, jusqu'où elles vont se déplacer. Donc c'est pour ça qu'on a étudié finalement la connectivité des aires marines protégées. Au final, c'est étudier la dispersion des larves de toutes ces espèces fixées qu'on essaye de protéger. Et juste pour vous montrer, vous avez ici deux films qui vous montrent que la plupart des espèces marines en fait se reproduisent de cette façon-là. Le corail rouge, c'est pas un exemple unique. Donc vous avez ici le corail tropical, donc ça reste un corail, donc c'est pas étonnant qu'il produise également des larves, mais là vous avez les holoturies qui lâchent aussi des spermatozoïdes dans l'eau et des ovules et qui fait une fécondation à travers l'eau également, et ensuite des larves qui vont aussi également être dispersibles. Donc ça c'est un cas fréquent dans les espèces fixées. Et c'est pour ça qu'au laboratoire, je fais une petite page de publicité, je ne sais pas s'il y a beaucoup de plongeurs dans la salle, mais on a mis en place cet observatoire du sexe sous-marin, qui est un site web de sciences participatives, où on voudrait récolter des observations de dates et lieux de ponte d'organismes, parce que justement, pour étudier la connectivité, c'est une information qui va être précieuse, de connaître exactement à quel moment les larves sont lâchées, parce qu'en général dans les livres on a des périodes assez longues, genre l'été, ou au printemps et en été, ou en automne. Sauf que le moment précis où est lâchée la larve, on va voir par la suite que c'est très important pour là où elle pourra aller, en fait. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce petit site d'observation, avec des guides et des informations en même temps sur qu'est-ce qu'on peut observer et comment on observe ça. Alors, juste pour vous convaincre que c'est là que ça permet effectivement de connecter des populations, je prends des exemples de colonisation. Donc là, vous avez deux exemples de substrats artificiels qui ont été mis par l'homme dans le milieu marin. Vous avez en haut des récifs artificiels un petit peu artistiques dont on voit qu'ils sont complètement colonisés. Les animaux n'étaient pas dessus quand on a mis ces statues au fond de l'eau. Donc c'est bien que des animaux sont arrivés là, et ce ne sont pas des poissons, c'est bien à travers les larves que c'est arrivé. Donc les larves, elles arrivent à aller jusqu'à ces récifs artificiels, puis elles colonisent aussi les épaves, ça c'est classique. Et vous voyez en particulier la gorgone rouge qui colonise une épave. Donc, toutes ces espèces, elles peuvent coloniser, peut-être pas forcément fréquemment, mais parfois il suffit de quelques-unes pour refonder un début de population. Et un autre aspect de la dispersion larvaire, c'est que c'est aussi intéressant pour récupérer des populations. Et là, on a un exemple à Moorea de coraux tropicaux, où on voit sur un carré de 1 mètre par 1 mètre des coraux qui étaient en très bon état en 2005, qui en 2013 étaient complètement détruits. En fait, le site avait été impacté par une perturbation importante qui avait complètement détruit les coraux, et en 2017 qui ont recolonisé l'endroit. Et là encore une fois, ça s'est fait via l'arrivée de larves. Donc on va se poser la question maintenant de savoir, est-ce que ces larves qui peuvent coloniser des endroits, est-ce qu'elles le font toutes seules, ou est-ce qu'il faut les aider pour coloniser? Alors on va se poser la question de la vitesse à laquelle ça nage, ces larves. Donc là, sur l'exemple du corail rouge, on documente beaucoup au laboratoire, vous avez compris, on a essayé de regarder à quelle vitesse nageait la larve de corail rouge, et vous avez donc c'est un film, là vous voyez le petit point blanc en haut qui se déplace, c'est une larve qui est en train de nager ici, et vous voyez 2 larves qui viennent de sortir des polypes, et vous voyez que ça nage, ça a l'air de nager vite comme ça, mais en fait la vitesse c'est toujours inférieur à 2 mm par seconde. C'est pas énorme quand même, 2 mm par seconde. Mais c'est visible à l'œil nu, on peut voir la larve se déplacer. C'est d'ailleurs des larves qui sont très actives, qui nagent 80% du temps,
et plutôt vers le haut. Alors ça, c'est un mécanisme qui a tendance à les maintenir en fait dans des cavités. Si l'adulte est dans une cavité, ça peut permettre de maintenir la larve à côté de l'adulte, effectivement. Mais ça reste des vitesses de nage relativement, très faibles, si on les compare aux courants. Donc évidemment, les courants marins, c'est des vitesses qui vont être bien plus importantes, de l'ordre de 20 cm par seconde, assez facilement. En fait, c'est pas du tout des vitesses extrêmes, 20 cm par seconde. Ça peut monter jusqu'à 1 mètre par seconde pendant les tempêtes. Donc c'est des courants tout à fait moyens. Là, c'est des courants qui ont été mesurés pendant l'été 2006. Et alors, ce qui est intéressant dans ces courants, c'est de voir que, bon, d'une part, ça va bien plus vite qu'une larve, mais qu'en plus, c'est très structuré dans l'espace et très changeant, très variable. Donc, suivant le moment où la larve va être lâchée dans l'eau, elle ne va pas aller au même endroit. Et vous avez ici l'exemple sur la baie de Banyuls de courant à 3 jours d'intervalle. Vous voyez ici un courant qui est nord-sud au large à l'extérieur de la baie, avec un tourbillon qui a tendance à ramener les choses, des objets qui seraient en mer dans la baie, alors que ici, le 11 août, 3 jours après, la circulation s'est complètement inversée, on part du sud vers le nord, et le tourbillon qui était là, il a disparu. Donc si la larve elle est lâchée le 8 août ou si elle est lâchée le 11 août, elle ne va pas au même endroit. Donc ça, c'est effectivement le point clé de l'étude de la connectivité marine, c'est d'intégrer ça, cette variabilité. Donc pour le faire, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va intégrer justement les positions successives de la larve au cours du temps, en prenant en compte le courant et la nage des larves. Parce qu'effectivement, si la larve a tendance à aller vers la surface ou vers le fond, elle peut aussi ne pas rencontrer les mêmes courants. C'est ce que j'ai essayé de vous représenter sur ce petit schéma là, où on a souvent des courants qui vont en surface dans une direction et au fond dans une autre direction. Et donc, évidemment, si la larve a tendance à aller vers le haut, elle va aller dans un sens. Si elle a tendance à aller vers le bas, elle va aller dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on prend en compte la somme du courant et de la vitesse de nage de la larve pour essayer, pour estimer sa trajectoire et en prenant en compte la variabilité dans l'environnement du courant. La trajectoire d'une larve, elle est définie donc par le courant, par la vitesse de nage de la larve, mais aussi par sa durée. Et sa durée, c'est la larve qui l'impose. Donc ça, c'est un trait qui est biologique, qu'il va falloir également connaître. Donc si on veut étudier la connectivité des populations marines, il faut connaître la durée de vie des larves des populations qu'on étudie. Donc ça veut dire de regarder combien de temps elles peuvent survivre déjà naturellement, c'est-à-dire à partir de leur réserve, parce que souvent elles vivent sur leur réserve, ou en se nourrissant dans l'environnement quand elles le peuvent, et de savoir quel est le risque aussi qu'elles se fassent manger dans l'environnement. Donc ça fait quand même beaucoup de variables qu'on connaît très peu et sur lesquelles on essaye d'avancer tout doucement. Alors, pour intégrer ces courants et ces vitesses de nage, eh bien, on utilise ce qu'on appelle la simulation numérique. Et donc là, vous aviez une animation qui vous montrait, alors je vais peut-être la repasser une deuxième fois, des larves qui seraient pondues à Argelès, des larves qui seraient pondues dans la baie de Banyuls, et vous voyez là leurs positions successives. Donc ça, c'est tout le calcul que l'on fait pour trouver les trajectoires de dispersion larvaire. Et puis, au bout de 22 jours, vous allez avoir leur position finale. Et finalement, la connectivité, c'est la position finale qui nous intéresse. Ce par quoi elles sont passées, on s'en fiche un petit peu. On voudrait savoir, à la fin, après les 22 jours qui sont la durée de vie larvaire, où sont arrivées les larves quand elles venaient d'Argelès ou quand elles venaient de Banyuls. Et ce qu'on voit, c'est le moment où les petits symboles changent de couleur, donc vous avez les rouges qui deviennent roses et les bleus qui deviennent noirs. Et vous voyez que ceux qui étaient lâchés à Argelès sont arrivés en partie dans la baie de Banyuls, et donc se sont mélangés avec la population de Banyuls. Et ensuite, quand on estime la connectivité, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir une zone géographique, donc on va éventuellement dessiner un petit carré ici, sur le cap Laveille, et on va aller compter la proportion de larves qui venaient de Banyuls qui sont arrivées ici, et la proportion des larves qui venaient d'Argelès qui sont arrivées ici. Et ça, c'est le flux. C'est finalement le taux d'échange qu'il y a entre Argelès et cette zone. Le taux d'échange qui est entre Banyuls et cette zone. Donc c'est ça qu'on va analyser dans notre réseau, c'est ce qui va faire l'intensité du lien. Alors, une autre façon de voir la connectivité des populations, c'est de regarder la composition génétique des populations. Parce que, comme on vient de le voir,
comme c'est un processus de migration qui est lié à la reproduction, ça a aussi un effet sur la composition génétique des populations dans lesquelles avec lesquelles les individus s'échangent. Donc on peut regarder, toujours dans le golfe du Lion par exemple, si les populations de l'Est et les populations de l'Ouest sont très similaires ou très différentes du point de vue génétique. Donc pour ça, on prend des gènes, en fait, des sites dans le matériel génétique, donc dans l'ADN, dans lequel on va... Donc ces sites, on les appelle des locus, et sur chacun de ces locus, on va les regarder le nombre de possibilités que l'on a de variants de gènes, qu'on appelle des allèles. Et si on a un site où on a peu de variants, ben on va avoir peut-être du mal à discriminer des individus, mais si on a un site où on a beaucoup de variants, on va pouvoir bien les différencier. Donc en multipliant le nombre de sites, parce que les variants, on ne les maîtrise pas, c'est la nature qui nous les fournit, on va pouvoir essayer d'avoir une description la plus fine de la variabilité génétique des populations, et à partir de là, regarder si elles sont similaires entre deux populations différentes. Et ce qu'on a fait sur les populations de gorgones blanches dans le golfe du Lion, et qui nous a montré que la côte vermeille ressort avec un profil génétique ici qui est indiqué en rouge, donc la plupart des individus pouvaient être assignés à un groupe, se ressemblaient, et ce groupe on l'a identifié ici en rouge, alors qu'entre le Carry-le-Rouet, donc vers l'est ici, les individus étaient plutôt assignés à un groupe bleu, et au centre, on avait un mélange, et surtout, on avait le plateau des Areskiers et le Cap d'Agde qui n'étaient pas différenciables. Donc ça, c'est une indication que ces deux populations-là, en fait, ces deux sites-là, forment une seule population. Ils ne sont pas différenciables. Et pourtant, ils ne sont pas ensemble. Donc ça veut dire qu'entre les deux, ici, il y a des échanges de larves pour que ça s'explique, cette communauté de gènes. Et c'est donc ce qu'on a représenté. Donc à partir de cette analyse génétique, on peut essayer d'estimer quel était le pourcentage de migration d'une population à l'autre. Et c'est ce qu'on représente ici par ces flèches rouges. Donc là, on va revenir vers nos graphes. Donc vous avez les nœuds, c'est les points noirs. Les points noirs, ce sont les points d'échantillonnage. Mais si vous les regroupez tous, ça vous fait un gros point, un gros nœud. Donc vous avez le gros nœud Carry-le-Rouet, le nœud plateau des Areskiers, le nœud Cap d'Agde et le nœud côte vermeille. Et vous avez des flèches entre ces nœuds. Et ce qu'on voit, c'est que vous avez des flèches importantes qui partent du Cap d'Agde vers le plateau des Areskiers et vers la côte vermeille. Donc il y a des échanges des larves qui vont de Cap d'Agde vers le plateau des Areskiers, du Cap d'Agde vers la côte vermeille. Vous en avez un peu moins qui viennent du plateau des Areskiers vers le Cap d'Agde, et encore moins qui viennent de Carry-le-Rouet vers le plateau des Areskiers. Et vous avez aussi ces flèches rouges qui reviennent vers elles-mêmes. Ce qui est important, ce sont aussi ces flèches rouges qui reviennent vers le site lui-même, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la rétention, et c'est ce qui fonctionnerait bien dans ces aires marines protégées. C'est-à-dire qu'on a privilégié un endroit, si la progéniture de l'endroit revient vers elle-même, c'est banco, là on est dans l'aire marine protégée qui fonctionne tout seul, on n'a pas besoin de faire de réseau, tout va bien. Donc on a quand même, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même de la rétention. Ah super. On a quand même de la rétention dans chacun des sites. Mais est-ce que cette rétention elle est suffisante pour assurer le renouvellement des générations? Donc c'est aussi cette question-là qu'on va se poser. Juste souligner que dans cette analyse génétique, en fait, on l'a comparée avec l'analyse par simulation numérique. Et sur l'exemple de la gorgone blanche, on montre que le flux génétique est très bien expliqué par le flux des larves uniquement. Alors j'attire votre attention là-dessus parce qu'en fait, la connectivité, c'est pas que le flux des larves. Le flux des larves, c'est ce qui permet de se déplacer. Donc si on n'a pas, effectivement, on n'arrive pas à connecter deux endroits, mais les larves, il faut qu'elles arrivent à se fixer à destination. Il ne faut pas qu'elles se fassent manger. Il faut qu'elles arrivent aussi à se reproduire à destination pour que la population puisse continuer à croître. Donc ces filtres successifs qui arrivent après la dispersion larvaire font partie de la connectivité génétique, mais ne sont pas dans la connectivité qu'on va simuler avec les modèles de dispersion larvaire. Sauf que la génétique ne permet pas de faire de prédictions dans le futur. C'est-à-dire que la génétique, c'est ce qui est à l'heure actuelle. Et on sait que les courants, ça peut changer. Et que dans le futur, on s'attend à ce qu'il y ait des courants qui changent de direction, qui se diminuent. Et pour anticiper ces changements-là, parce que c'est ce qu'on veut faire quand on va mettre des aires marines protégées pour les 15 prochaines années, on aimerait bien les mettre à des endroits qui vont être sensés par rapport à l'évolution de l'environnement dans lequel on va les mettre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces deux outils ensemble pour essayer d'avancer sur la connectivité des aires marines protégées. Alors, donc justement,
la dispersion larvaire, ça complique la protection. Ben, pourquoi? Parce que vous avez ce petit schéma qui vous l'explique. Si vous mettez une aire marine protégée, qu'elle est trop petite et que toutes les larves en sortent, ben, vous êtes dans le cas où vous protégez des individus, pas des populations. Si votre aire marine protégée est suffisamment grande pour avoir une certaine reproduction dans votre aire marine protégée, vous avez une aire marine protégée qui peut être efficace. Mais à condition que cette taux de rétention soit suffisamment élevé pour assurer le renouvellement des populations. Et vous auriez le cas extrême où vous protégez tout, ça c'était avant l'homme, et là on assurait le renouvellement des populations et en même temps la diffusion, la colonisation vers de nouveaux endroits. Et la question qu'on essaie de répondre, à laquelle on essaie de répondre maintenant, c'est de dire, ben voilà, si on fait des aires marines protégées, qu'elles sont trop petites, qu'elles n'assurent pas le renouvellement des populations, où faut-il en mettre une autre pour assurer un réseau de continuité, donc plein de petites aires marines protégées qui permettent d'assurer une boucle et qu'à la fin, on reboucle sur celle de départ. Alors, et ça c'est un peu la grande question qui est ouverte qui a été ouverte dans ces dernières années, c'est est-ce qu'on fait des grandes AMP continues ou plusieurs petites en réseau? Évidemment, les politiques ont tout de suite dit plusieurs petites en réseau, parce que grandes, ça va être très compliqué à faire accepter. Mais plusieurs petites en réseau, il faut être capable de bien les positionner. Déjà, plusieurs petites en réseau. De toute façon, à l'heure actuelle, les aires marines protégées ne sont pas bien grandes, à part le parc naturel marin du Golfe du Lion, qui vient seulement d'être créé. Celle qu'on a ici, la réserve naturelle de Bagnols-Cerbère, c'est quelques hectares qui sont protégés, donc on n'est pas sur des dimensions très importantes. Et si on regarde le taux de rétention le long des côtes du Golfe du Lion, on voit que, alors si on le regarde justement à l'échelle de à peu près 1 km², qui est à peu près la taille de ce qu'on a en réserve, en protection intégrale ici. Donc si on prend des petites patchs de 1 km², qui sont à peu près les tailles qu'on considère comme étant acceptables, jouables en termes de protection intégrale, parce qu'il faut assurer de la surveillance, parce qu'il faut le faire accepter par les gens qui sont autour. Donc si on regarde sur des petites patchs comme ça, on se rend compte que les taux de rétention sont au maximum de 4%. Taux de rétention de 4%, ce n'est pas suffisant pour la plupart des espèces pour assurer le renouvellement des générations. Il faudrait des taux de rétention plutôt de l'ordre de 10 à 15%. Donc du coup, on sait déjà qu'avec ces petits patchs, on va avoir du mal, on ne va pas pouvoir assurer le renouvellement des populations. Ce qui est quand même intéressant de regarder, c'est que si on voit sur cette carte, là où les taux de rétention ont été les plus élevés, eh bien on va remarquer que la protection intégrale à Bagnols, elle tombe dans un patch de rétention élevé. Donc ça veut dire que ça a quand même du sens qu'on estime en termes de taux de rétention, parce que le taux de rétention, ça a tendance à favoriser le maintien de la population. Si ces zones ont été mises en protection intégrale, ces simulations n'existaient pas à ce moment-là. Elles ont été faites à partir de la taille des populations qui étaient là. Donc ça veut dire que les populations qui sont là sont grandes, enfin sont importantes, elles sont abondantes, elles sont diversifiées, et certainement parce que la rétention est importante. Mais la rétention n'est certainement pas suffisante. Et c'est également le cas sur la Côte Bleue, c'est également le cas au Cap d'Agde ici. Donc c'est quelque chose qui est assez frappant, mais ça reste insuffisant pour l'auto-remplacement. Ceci dit, quand on regarde ensuite les échanges au sein de la Côte Vermeille, j'ai pas de résultat pour vous le montrer, parce que je pensais que c'était un peu compliqué à le montrer, parce qu'il y a plein de petites flèches. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette zone, qui est une zone de forte rétention, c'est une zone aussi où les zones d'à côté envoient des larves. Donc c'est pas seulement parce qu'il y a une forte rétention dans la petite zone, mais c'est aussi parce qu'elle est connectée à plein d'autres zones le long de la côte. Parce qu'en fait, c'est un puits pour la côte. Donc si on avait une aire marine protégée qui incluait toutes les zones, en fait, ce sont des zones où il n'y avait pas forcément une forte rétention, mais les bébés de ces zones-là, ils iraient dans la zone dans laquelle on a les plus fortes populations. Et c'est ce qui explique certainement les fortes densités qu'on observe dans les zones intégrales. Alors ensuite, on s'est posé une autre question, c'est, bon d'accord, on voudrait tenter la grande AMP, alors quelle taille elle devrait avoir cette grande AMP? Donc on essaie d'étendre autour d'une zone de forte rétention par continuité, donc il faut qu'on protège tout ce qui est autour, et on essaie d'augmenter la taille jusqu'à ce qu'on arrive à un taux de rétention suffisant pour assurer la persistance des populations, jusqu'à atteindre ces 10 ou 15% par cumulation. Et on se rend compte que dans le golfe du Lion, on devrait avoir des aires marines protégées qui font des tailles au minimum de 7 km de diamètre jusqu'à 20 km de diamètre. Et là, on arrive sur des zones qui sont bien trop grandes à surveiller. Donc ça, c'est très difficile de s'imaginer qu'on puisse les mettre en place. Et encore pire quand on sait où elles étaient placées, parce que dans le golfe du Lion, pour arriver à ces niveaux-là de persistance locale,
eh bien, il faut les placer au centre du golfe du Lion, pas sur les extrémités. Sauf que le centre du golfe du Lion, c'est l'endroit où il y a le plus de pression. Donc on va avoir beaucoup de mal à les positionner là. Donc on revient à notre question de réseau. Alors, la protection avec connectivité, comment ça marche? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais là je vais vous le rendre un peu plus abstrait avec mes nœuds et mes liens. Et donc, le but, c'est d'identifier parmi tous les points roses qui peuvent exister, donc qui peuvent être des sites d'habitat importants où l'espèce est présente, d'essayer d'identifier quels sont les liens entre ces sites d'habitat et d'identifier un groupe de sites d'habitat entre lesquels il y a plus de liens qu'avec les autres. Et ça, c'est ce qu'on fait avec le coefficient de groupement dont je vous ai parlé précédemment. Donc avec le coefficient de groupement, on va pouvoir identifier les nœuds qui sont fortement reliés à des nœuds qui les entourent. Et c'est ce qui a été fait donc, sur la Méditerranée, en prenant en compte toute la mer Méditerranée, avec des simulations numériques. On a lâché des larves, c'est Rossi et Tal qui ont fait ça, des collègues de Marseille. Ils ont lâché des larves dans toute la Méditerranée et ils ont regardé où les larves allaient au bout de 30 jours, où elles étaient allées au bout de 60 jours. Et en regardant les échanges entre les différentes zones de la Méditerranée, ils ont pu estimer, avec des méthodes justement d'analyse de graphes, que on pouvait distinguer des régions dans lesquelles il y avait plus d'échanges à l'intérieur qu'avec l'extérieur. Et ça, c'est très très encourageant pour la gestion, parce que si on devait coordonner toutes les aires marines protégées de Méditerranée en même temps et faire un réseau à l'échelle de la Méditerranée, on aurait beaucoup de difficultés à le faire fonctionner, parce qu'il y a des contraintes réglementaires qui ne sont pas faciles, il y a des pays qui veulent avancer vite, d'autres qui veulent avancer plus lentement, il y a des priorités économiques qui ne vont pas toutes au même endroit, évidemment, dans tous ces pays. Donc on est content de voir que ça peut se découper en régions, et en plus en région, ça va permettre aussi peut-être de plus facilement les faire accepter par les populations, parce que c'est vrai que cette question de réseau, ça pose des questions de solidarité, de mutualité. C'est que vraisemblablement, la protection qu'on met en place à Banyuls, elle ne bénéficie pas à Banyuls, elle bénéficie au Cap de Créus, à cause de la circulation générale dans la zone. Et la protection qui est mise en place à Marseille, elle va bénéficier, ou même à Agde, ce qu'on a vu tout à l'heure, Agde de Ghetto-Centre, elle nous bénéficie à nous. Donc ça va être compliqué d'expliquer aux gens de Agde, on va vous demander de ne pas pêcher chez vous, ou de ne pas ancrer chez vous, parce que ça va aider à avoir un super paysage sous-marin pour les clubs de plongée de Banyuls. Ça va être compliqué ça. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que quand même, déjà on restreint un peu les échelles. On arrive à voir par exemple que pour une durée de vie larvaire de 30 jours, le golfe du Lion s'isole. Donc au final, le golfe du Lion, il fonctionne comme une entité écologique par rapport à l'extérieur. Par exemple ici, vous avez la mer Ligure. Alors là, par contre, c'est une grande entité écologique. Donc là, ça veut dire qu'ici, la région, elle va être très grande et beaucoup plus compliquée à gérer. En Adriatique, on a bien deux bassins qui se séparent, donc deux zones de gestion qui pourraient être identifiées. Mais alors, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est un peu plus angoissant, entre guillemets, c'est que suivant la durée de vie larvaire, donc suivant les espèces, on va avoir des régions qui vont être un peu modulaires. Et on voit que là, le golfe du Lion s'étend jusqu'à la mer Catalane et la mer des Baléares, dès qu'on passe sur des durées de vie larvaires de 60 jours. Donc, suivant les espèces qui vont nous intéresser à être protégées, on va avoir des échelles de gestion différentes. Et là, on retombe dans un problème humain de réussir à organiser tout ça. Alors ensuite, à l'intérieur d'une région elle-même, on peut aussi se poser la question, vis-à-vis de la connectivité, de hiérarchiser l'importance des sites. Et je vous remets ici l'exemple de la Gorgone Blanche qui montre bien que tous les sites ne sont pas équivalents. Le site ici de Marseille, il apporte un petit peu au reste, mais pas beaucoup finalement. Et ce site-là, il n'est peut-être pas très important pour la Gorgone Blanche. Par contre, le Cap d'Agde, qui est à la fois central parce qu'il échange avec le plateau des Aresquiers et la Côte Vermeille, et qui forme une boucle avec le plateau des Aresquiers, donc de persistance, c'est-à-dire que si on met ces deux sites ensemble, on augmente fortement la rétention dans la région. Du coup, on se rend compte que ces deux sites-là, ces deux sites où il faudrait mettre en place une protection pour cette espèce. Parce que c'est vraisemblablement ces deux sites-là qui permettent le maintien de l'espèce à l'échelle régionale. En fait. Alors,
je vais conclure, parce qu'on arrive quasiment à l'heure, et je voudrais essayer de repointer du doigt les principales informations, enfin, les principaux messages qu'on aimerait bien faire passer. C'est d'une part que la protection locale à petite échelle des populations marines fixées, c'est une illusion. Et ça va complètement remettre en cause la façon de voir la protection marine. C'est quelque chose sur lequel ça va être compliqué de travailler parce que dans la partie nord de la Méditerranée, par exemple, où les aires marines protégées existent depuis un certain temps, on va pouvoir commencer à dire ça à des gens que vous ne protégez pas l'environnement juste pour vous, mais aussi pour vos voisins. La notion de solidarité, on va peut-être pouvoir en parler parce qu'il y a déjà des solidarités dans nos pays. Mais quand on va aller dans des pays du Sud, comme par exemple au Maroc, et leur expliquer que la protection qu'on va mettre en place, c'est pas simplement, c'est déjà une perte directe d'activité, parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de pêcher dans certains endroits à qui on va dire vous arrêtez de pêcher, mais en plus c'est pas pour vous, c'est pour le voisin d'à côté. Ça va être très compliqué de l'argumenter. Donc il va y avoir beaucoup de pédagogie à faire et surtout beaucoup de confiance à mettre en place entre les différentes communautés, de bien parler à tout le monde au même moment, de ne pas jouer du tout sur le clivage entre les personnes quand on va vouloir adapter le discours politique sur la protection marine. Et alors, ce qui est assez encourageant, c'est que la connectivité écologique des aires marines protégées, ça peut conduire à des réseaux de gestion qui sont à des échelles tout de même gérables, en particulier communauté de langues. On va pouvoir espérer que ça tombe sur des pays où on parle des langues qui se comprennent, des gens qui se comprennent au moins, des gens qui ont des cultures assez proches. Mais ça sera parfois transfrontalier, parce que par exemple dans le golfe du Lion, là je ne voulais pas montrer, parce que c'est un petit peu plus compliqué pour une question de propriété de données, mais le Cap de Créus, le nord du Cap de Créus, il fonctionne avec nous. Le sud du Cap de Créus, non par contre. Et du coup, on se retrouve avec une aire marine protégée espagnole qui est à cheval, qui est écologiquement à cheval dans deux réseaux. Donc du coup, ça va être un petit peu difficile il va falloir travailler ces questions-là. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup d'efforts dans les programmes européens, au niveau institutionnel, entre les régions, de travailler sur la transfrontalité pour les questions de solidarité écologique, en particulier marine. Et évidemment, il y a cette question en suspens qui nous occupe, nous chercheurs, beaucoup en ce moment, c'est comment concilier des réseaux d'aires marines protégées pour des espèces très différentes, avec des traits de dispersion différents, et qui vont donner des échelles spatiales différentes. Est-ce qu'on va aller essayer de trouver des réseaux minimums, ou est-ce qu'on va essayer de proposer plutôt plusieurs types de réseaux qui seraient séparables en fait, et identifiables. Donc un réseau pour un certain groupe d'espèces et un réseau pour un autre groupe d'espèces. Voilà, et puis je crois que j'ai terminé. Je vous laisse avec la superbe image des récifs artistiques, et puis je prends des questions si vous en avez. Bonjour. Oui. Tu dis que pour les espèces fixées, les petites aires marines, c'est une illusion. Mais moi je pense que le plus grand intérêt économique, c'est par rapport à la pêche, même si tous les organismes ont leur rôle. Et donc, est-ce qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent spécialement? Est-ce que c'est Expomer ici? Non, on en a ici. Par exemple, Philippe L'Enfant, il s'intéresse beaucoup à la migration des poissons, lui. Et les poissons, alors ils sont aussi soumis à la phase de dispersion larvaire, déjà. Donc il y a quand même pas mal de poissons qui sont sédentaires au stade adulte et qui donc subissent la même migration que les espèces fixées. Pour moi, l'espèce fixée est juste un modèle plus sûr parce que pour tester des hypothèses théoriques, il vaut mieux s'assurer qu'il n'y a pas du tout de migrants. Et justement parce que Philippe a montré chez des espèces qui étaient réputées sédentaires qu'il y avait des aventuriers pour certaines populations. il y avait des poissons qu'on retrouvait comme étant partis à l'autre bout du golfe du Lion, par exemple. Donc il avait eu ce genre de cas-là. Donc effectivement, la sédentarité du poisson, elle est aussi questionnable. Mais on va avoir le même raisonnement, sauf que la méthode est un peu différente, puisque les poissons, on peut les marquer. C'est ce que lui il fait, il les marque avec des marqueurs acoustiques, et il sait où ils sont allés grâce à ces marqueurs acoustiques. Voilà. J'ai pas bien compris, mais pourquoi la larve
ne serait pas la facilité de suivre le courant marin? Pourquoi fait-elle l'effort de se donner une direction, de choisir le groupe, alors que ce qui va se pourrait peut-être... Alors oui, alors j'ai peut-être pas été très claire. La larve ne choisit pas sa route du tout. Elle suit le courant marin l'essentiel du temps. Par contre, ce qu'elle ne peut pas faire, c'est lutter contre sa chute, contre son poids, sa gravité en fait. Toutes les larves quasiment ont une densité plus élevée que l'eau de mer, donc ont tendance à chuter. Et ce qu'elle fait en nageant, les 3/4 du temps, c'est qu'elle compense cette chute. Donc au final, c'est comme ça qu'elle peut contrôler un peu sa position dans la colonne d'eau, et c'est ce que fait la larve de corail rouge en nageant vers le haut. Elle lutte contre sa propre gravité, ce qui l'amène à profiter plus des courants de surface que des courants de fond. Mais une autre larve, elle, va avoir une stratégie différente et ne va pas dépenser d'énergie pour nager, parce que ça demande trop de réserve, et va du coup avoir tendance à être plutôt proche du fond, ou à sédimenter, et du coup va être dispersée différemment. Donc c'est ça qui va faire la grande différence en fait dans la dispersion des larves, c'est où elles se maintiennent dans la colonne d'eau. Oui, Laurent. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on a les compétences ou le pouvoir de mettre en lien les régions ou les pays pour permettre en fait, toute cette activité de réserve marine, pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent, d'efficace? Parce qu'il va falloir mettre en place des réglementations, et qui va le faire et comment? Je ne suis pas super compétente sur comment on établit une réglementation transnationale, mais il y a l'envie de le faire, en tout cas, de la part des aires marines protégées elles-mêmes, des gestionnaires, puisqu'ils se retrouvent dans le réseau maintenant, c'est de ça dont ils parlent quand ils se réunissent, de comment essayer de s'harmoniser. Ensuite, il y a quand même des volontés au niveau européen de favoriser cette transfrontalité à travers justement des financements. Donc quand je parle de ces projets européens, c'est de l'argent qui est mis à disposition de régions, par exemple, ça va être entre l'Espagne et la France, ou entre l'Albanie, le Monténégro et puis et l'Italie, pour mettre en place un système d'aires marines protégées ensemble, c'est-à-dire en particulier de rééquilibrer les flux d'argent. C'est-à-dire que l'Italie a peut-être mis de l'argent sur ses aires marines protégées, mais l'Albanie et le Monténégro n'a pas d'argent pour faire ça. Donc si l'Europe n'en met pas, il n'y aura pas d'aires marines protégées de l'autre côté. Voilà. Donc il y a des initiatives, mais au niveau européen, parce qu'évidemment, ce n'est pas un pays qui va aller investir dans l'autre pays. Pour le moment, on n'en est pas encore là. Il y a un endroit-ci où ça se fait, sans être au niveau européen, c'est en mer Ligure. La mer Ligure a déjà une association, un système de gestion transfrontalier qui est fortement favorisé par Monaco. D'ailleurs, Monaco est un pilier là-dedans, pour mettre en commun de l'argent pour le système d'aires marines protégées entre l'Italie, Monaco et la France. À ma connaissance, bien sûr. Ici. Oui. Moi, je suis plongeur et j'ai constaté cette année une recrudescence d'algues un peu cotonneuses qui a recouvert tout. Et donc, les gorgones blanches ont été pointées. Alors, comment ça va se passer bientôt pour la reproduction? Parce que ça va empêcher la reproduction. Alors, ce qu'on a été assez content d'observer, c'est qu'il y avait quand même des recrues autour. Donc, en fait, ce qu'on a observé, puisque ça tombe bien, on fait un suivi, ça c'est mon collègue Lorenzo Bramanti qui fait ce suivi de l'impact de ces algues filamenteuses sur les gorgones blanches. Et ce qu'on observe, c'est que déjà l'impact, il n'est pas uniforme. Tout le monde n'a pas été impacté, il y a des endroits peu impactés, il y a des endroits très impactés. Et justement, ce que la connectivité permet, c'est que les endroits qui n'ont pas été impactés, les colonies se sont reproduites. Et donc, il y a des larves qui ont pu être dispersées, parce que ce que l'on observe maintenant, que les algues ne sont plus là, en fait, on voit effectivement des endroits impactés, les adultes qui sont complètement morts, mais on voit des petites pousses blanches qui commencent à grandir. Donc, on pense qu'il y a eu un recrutement quand même. Mais ensuite, de savoir dans le futur si la fréquence de ces événements d'algues filamenteuses va conduire à une diminution forte des populations ou pas, ça c'est quelque chose que pour le moment on n'est pas encore capable de vous dire.
C'est justement pourquoi ce genre d'approche de modélisation numérique, parce qu'on ne s'arrête pas qu'à la dispersion, on intègre ça dans le cycle de vie. Donc, dans les dynamiques des populations, on essaye de voir, d'estimer ensuite si la fréquence de ces épisodes de mortalité, ça va mettre en danger la pérennité des populations. C'est vrai que là, ce qui était embêtant, c'est qu'il y a toutes les populations du Golfe du Lion qui ont été impactées. À Agde aussi, on a les mêmes observations. C'est même pas que là, ça va jusqu'en Corse aussi, il y a des impacts. Mais pour la Gorgone blanche en particulier, il y a eu des impacts dans tous ces sites, et en particulier dans le site central, qui est a priori le pourvoyeur de l'arbre de l'ensemble. Donc, on va suivre l'affaire, oui. Essayer de trouver une réponse avant que ça ne se produise. Question ? Laurent ? Je voulais dire que c'était très clair. Ah, merci. Il y a un bon initié et j'ai compris beaucoup de choses. Voilà. Merci. Merci Laurent. Excellente conclusion.